Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes toujours en Scandinavie, précisément en Norvège, à la rencontre de la diaspora congolaise qui a organisé une très belle rencontre pour parler du rôle et de l'importance de la diaspora. J'ai aujourd'hui sur ce plateau exceptionnel Monsieur Steve Batanguna, bonjour. Bonjour madame. Alors, vous êtes suédois d'origine congolaise? Oui, c'est ça, ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience aujourd'hui en tant que Congolais qui a réussi à s'intégrer en Suède? Bon, mon expérience en tant que Congolais évidemment de Brazzaville est que la Suède c'est un bon pays, qui est la capitale de la Scandinavie. Donc en arrivant en Suède, j'ai eu à faire les études de langue, donc le suédois, qui est beaucoup parlé. Et puis étant francophone à l'origine, j'ai eu à faire des cours d'anglais pour me perfectionner. Et puis bon, j'ai fait des études en production, logistique et qualité, voilà. Alors, c'est assez spécial parce que d'habitude, les Congolais, nous, on aime Paris, Paris-Bruxelles. Et là, curieusement, vous êtes en Suède. Pourquoi ce choix? Pourquoi vous n'êtes pas venu à Paris? Il faut dire qu'à partir de l'Afrique, j'étais en Angola, je voulais bien découvrir le monde. Et de là, je travaille dans une organisation humanitaire pour aider les réfugiés parce qu'au début des années 2000, l'Angola avait besoin d'une reconstruction, je travaillais là-bas. Et de là, j'ai eu une bourse pour venir m'installer en Suède. Une fois arrivé en Suède, j'ai aimé le pays, la simplicité, les opportunités qui se trouvent ici. Et puis le modèle suédois, quoi. Pas trop genre modèle français, veste, cravate, mais le modèle suédois qui est basé sur le respect de la nature, le respect des gens. Et voilà pourquoi. Alors, c'est assez spécial parce que vous atterrissez dans un pays. Est-ce que vous avez eu des attaches, genre un cousin, un oncle qui vous a précédé, ou vous tombez directement en pleine immersion? Je n'ai aucun cousin ici, il n'y avait pas de cousin, il n'y avait pas de famille. D'abord, au départ, je pourrais dire qu'il n'y avait pas assez de Congolais de Brazzaville quand je suis venu de Kinshasa, on pouvait en trouver. J'étais au nord de la Suède, j'étais parmi peut-être pas les premiers noirs, mais dans une ville de 50 000 habitants, on était peut-être une vingtaine. Donc, évidemment, c'était difficile. C'est différent de Paris où on voit quand même une forte communauté africaine et congolaise, mais ici, non. Donc, j'habite seul, ouais, comme Congolais, quoi. D'accord. Quelle a été la plus grande difficulté aujourd'hui pour s'installer en Suède? La plus grande difficulté, c'est la culture. C'est dans tous les niveaux. À l'école, par exemple. Parce que quand vous venez ici avec le bac congolais, le bac C que j'ai, évidemment, les mathématiques, on vous donne le plus grand diplôme. Mais après, vous avez la langue qu'il faut apprendre. C'est différent du français, c'est à peu près comme l'anglais. Après, il y a la culture aussi. C'est-à-dire qu'il faut venir à temps, il faut... Après 14 ans, je n'ai pas toujours un ami intime suédois. C'est difficile. Ça peut prendre 20 ans, 30 ans. C'est la culture, c'est le sens du consensus. Il n'y a pas de hiérarchie à la maison, au travail. C'est un modèle qui est à part entière quand même. Anglo-saxonne, plus anglo-saxonne que francophone. Et ça, c'est un challenge. Et aujourd'hui en Suède, est-ce qu'il y a une grande communauté congolaise? Parce qu'on ne vous entend pas beaucoup au niveau de Paris, on se dit que ce sont des compatriotes, c'est une diaspora qui se trouve loin de nous, ils prennent difficilement position, on ne les entend pas beaucoup. Est-ce qu'il y a une forte communauté congolaise en Suède? Oui, il y a une forte communauté. Là aussi je dois parler, c'est un problème culturel. Par exemple, la diaspora vue de la Suède, on voit la diaspora française, mais la diaspora congolaise en France. Nous, on voit plus, c'est pas une critique, mais on voit c'est une diaspora qui est plus engagée politiquement que dans d'autres domaines. Alors, en Suède, la politique, on n'en parle pas même au niveau de la famille. Nous aurons les élections dans 2 semaines. Ma femme ne sait pas ce que je vais voter. Moi non plus, je ne sais pas ce qu'elle va voter. La politique, la religion sont des thèmes qui sont très sensibles. Si bien que la diaspora, quand on a vu, oui, il y en a, on se voit quand il y a des grands événements, mais... ils ne sont pas trop actifs comme au sud de l'Europe, comme en France, en Espagne et autres. Oui, il y en a. Alors c'est assez particulier parce qu'aujourd'hui au Congo, on est très emprunt à l'actualité politique. On est, faut dire, très engagé, on donne ses avis et on arrive ici, en Scandinavie, on trouve une diaspora qui est plutôt pragmatique parce que vous allez direct, vous voulez du concret. Vous parlez peu de politique. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est dû à la proximité avec la Russie qui est à côté? La Russie, est-ce qu'elle a un impact sur vous? Parce que vous parlez plus politique, j'ai presque envie de dire. Quand on arrive en Suède, au bout de 2 ans, 3 ans, on devient suédois. Nous tous, nous connaissons Volvo, c'est l'une des grandes marques au monde, vu la qualité. J'ai travaillé comme opérateur et comme cadre. Je connais qu'est-ce que c'est la qualité là-bas. Volvo ne fait pas de publicité. C'est un tabou
de dire je veux ceci, je veux cela. Et la Suède, en tant que telle, le modèle est plus technique que philosophique ou politique. Les gens y pensent, c'est le Congo, c'est notre pays. Mais à la base, les gens se disent on veut plus ce qui est technique, apporter ce qui, comme de l'eau, la nourriture et autres, que de beaucoup parler. Le Soudan ne parle pas beaucoup, c'est plus ses actions. Voilà. Alors, hier, nous avons assisté à une très belle rencontre sur le rôle de la diaspora. Vous êtes ce qu'on appelle en France un ingénieur qualité, c'est-à-dire vous êtes spécialisé dans tout ce qui est sécurité alimentaire et assurance qualité. Quel est votre rôle aujourd'hui quand vous regardez le Congo? Qu'est-ce que vous pouvez rapporter au Congo aujourd'hui? Ce qu'on peut apporter, évidemment, hier, nous avons parlé sur ce thème. Je crois que le Congo a beaucoup de potentialités. La qualité aujourd'hui, on y voit, on va à l'ambassade du Congo en Stockholm, c'est plein de Norvégiens qui vont au Congo pour travailler dans ce domaine. Et la Suède, évidemment, peut apporter beaucoup de choses. Nous savons le sérieux que nous avons sur l'environnement, c'est propre tout autour de nous, il n'y a pas de truc. Mais au Congo, le but était de voir dans quelle mesure le Congo peut importer de la nourriture de bonne qualité. Parce qu'on sait qu'en Suède, quand on fait par exemple la production du porc, on ne peut pas avoir 15 tonnes par semaine. On est obligé d'aller importer de la nourriture de l'Allemagne. Et quand ça arrive, à travers les lois de l'Union européenne, il faut écrire sur l'emballage que ça vient d'un pays étranger. Et ça, le Suédois n'aime pas trop. Il veut manger bio et local surtout, et manger ce qui n'a pas d'antibiotiques, ce qui est vraiment ne peut pas nuire à la santé sur le long terme. Et ça, je crois que le Congo peut, si les conditions sont réunies, c'est-à-dire techniques, physiologiques et autres, le Congo peut être un bon marché pour la Suède. Alors, nous avons un souci au Congo, nous n'avons pas de boîte de certification. En tout cas, on n'a pas de bureau de certification aujourd'hui qui peut contrôler l'alimentation, qui peut donner des vrais contrôles en termes de contamination microbiologique, chimique. Et on voit par ailleurs qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs congolais, des jeunes qui se lancent maintenant dans l'agroalimentaire. On en a vu récemment un sur Facebook qui a lancé du foufou, qui est en train de cartonner. Il y a d'autres qui sont dans les boissons. Comment est-ce que vous pouvez accompagner ces jeunes pour que demain on puisse avoir du foufou sur les tables suédoises ou les tables parisiennes? C'est pas aussi difficile que ça. Aujourd'hui, avec l'apport de l'Internet, nous savons, il y a des cours sur Internet. Un cours, par exemple, qui parle de l'hygiène, la qualité hygiène, ça coûte 600 couronnes, ça fait 60 €. Donc, il y a ces institutions ici, vous vous enregistrez, quel que soit le lieu, vous prenez le cours. Le problème, peut-être, c'est que ces cours sont en suédois. Et ici, la formation en tant que telle, quand vous travaillez, vous pouvez vous former sur le tas. Ce qu'on peut apporter au Congo, c'est cette expertise-là. Les institutions qui donnent les certificats comme le ProSanitas, Intertech, il faut bien les installer au Congo. Mais à la base, il nous faut une connaissance. Et c'est ça le rôle, c'est ça ce qu'on a parlé aussi hier, que j'en parle ici. Les gens sont disposés d'exporter cette expertise au Congo, que les gens soient qualifiés évidemment, de construire tout le système ISO 22000 FSSC, Full Safety Security System Certification, au Congo. Il y a des entreprises, par exemple, il y a des gens, moi qui vous parle, mais il faut d'abord aussi à la base, au niveau de la Scandinavie, amener les gens à aimer ou encore à plus s'imprégner dans les études, à aimer la qualité comme modèle, la qualité comme étude, et le Congo pourra produire une nourriture de qualité qui est viable à l'export, je crois. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Parce que vous avez un parcours qui est assez spécial pour finir aujourd'hui ingénieur qualité. Vous avez commencé dans l'automobile. Pourquoi ce choix? Pourquoi finir dans l'agroalimentaire? Ouais, c'est une bonne question. Je suis né à côté du chemin de fer. Donc, le chemin de fer s'appelait Comilog, compagnie minière de Logoué qui vient du Gabon. Donc, mon père travaillait là-bas et je voyais comment il travaillait avec... on rentrait dans des drésines, on pouvait voyager, il est né dans un lieu où les Suédois sont venus au Congo. Donc, le modèle suédois, comme un homme peut laver les assiettes, Et là, à partir très tôt, à partir du collège, j'ai voulu apprendre donc les mathématiques. Maths, physique, c'était mon truc. Après, bon, bref, une fois arrivé en Suède, ils ont un très bon système qui fait que vous pouvez donc construire votre parcours vous-même. J'ai commencé évidemment dans l'automobile comme opérateur. Après, j'ai écrit mes thèses là-bas de bachelor, master et autres. Une fois arrivé, vous vous spécialisez dans la qualité. Les Suédois font plus des généralistes au niveau de l'école, mais ils vous donnent aussi le temps de vous épanouir en tant que personne. Et arrivé à la production, j'ai travaillé dans la logistique, la production, mais là, je sais plus la qualité parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'ouverture. Et ce n'est pas seulement la qualité, il y a beaucoup de points communs qui s'associent pour faire
une bonne qualité. Voilà pourquoi je suis là. Est-ce que vous êtes en contact aujourd'hui avec des jeunes qui se lancent dans l'agroalimentaire au niveau de Dolisie, Brazzaville ou Pointe-Noire? Non, 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 non. J'ai ouï dire que j'ai un cousin qui fait de l'ananas à Pourri là-bas parce que il y a la surproduction, il ne peut pas transporter ça de là où il fait ça jusqu'à Pointe-Noire, mais direct contact, non. À distance, je sens le besoin, mais non, non, pas encore. Vous avez des pistes de solutions, par exemple, pour votre cousin, pour ses ananas? Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer aujourd'hui en termes de conservation, en termes de process pour qu'il puisse améliorer son rendement ou tout simplement protéger ses ananas? Oui, mais il faut dire qu'à la base, il faut être sur le terrain. Hier, j'ai parlé avec certains amis, voir comment les choses fonctionnent là-bas. Le fondement peut-être n'est pas la même chose qu'en Suède. Mais au même moment, je suis plus que conscient que c'est pas difficile. Pour la conservation, par exemple, des ananas, les boîtes de conserve peuvent se faire, mais c'est plus certains critères comme comment écrire l'étiquette, quels sont les critères. Nutritionnel, ouais, ça c'est voilà, ça c'est en français par exemple. Donc comment écrire l'étiquette, comment faire les contrôles, les prélèvements, comment faire une simple analyse de HACCP, donc Hazard Analysis Critical Control Point. HACCP en France. Voilà, donc les risques par exemple physionomiques, biologiques, chimiques et les allergènes, en français c'est autre chose. Les allergènes. Voilà, les allergènes. Donc ça par exemple, si vous avez ces 4 éléments et vous démontrez que vous les maîtrisez, facilement vous avez un IP qui est le diplôme de base. Avant il y avait plus le BRC, British Retail Corporation, mais maintenant c'est l'américain FSSC 22000. Qui est rattaché à l'ISO 22000 en termes de sécurité et qualité. Merci beaucoup. Donc, beaucoup d'entreprises, même en Suède, prennent ce modèle américain. Et pourquoi pas nous au Congo? Je crois que, je ne sais pas si c'est un modèle français, mais je crois que ce n'est pas un freinage. Le Congo, aujourd'hui, surtout la jeunesse qui est là-bas, doit plus s'ouvrir sur le monde anglophone. Les courses, le document sur ISO 22000, c'est disponible sur net. On l'achète, c'est moins de 100 €. Mais il faut comprendre donc l'anglais. Et ça, c'est pas trop difficile. Comme pour mon cousin, pour y revenir, il y a une production. À la base, il y a une surproduction. Il n'y a pas un moyen de transport. Donc, il faut donc voir toute la chaîne de production. D'où ça sort. On le transforme comment. C'est emballé comment et comment ça va venir. Yes. Alors, il y a un souci qui se pose aujourd'hui. J'ai presque envie de dire au Congo. On parle de l'ISO 22000. On parle des référentiels d'assurance qualité. Et de l'autre côté, on a beaucoup stigmatisé l'agriculture, notamment ceux qui faisaient le bac, à l'époque le bac R, qu'on appelait le bac Ndunda. Et curieusement, ce sont des scientifiques aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, en Europe, en Scandinavie ou ailleurs, qui se lancent dans l'agroalimentaire. Qu'est-ce qui a changé la vision, en fait, j'ai presque envie de dire, du Congolais sur le rapport à l'agriculture? C'était la vulgarisation de l'information. Le Danemark, à côté, c'est un pays qui est riche grâce à l'agriculture. Il y a Arla Food, qui est un grand, c'est une multinationale. Et ces gens-là, ils ont compris que la Suède n'a pas trop d'agriculture, malheureusement, mais ils ont la connaissance pour transformer des aliments. Il y a Orkla, qui est suédois aussi. Mais je crois au Congo, c'est la stigmatisation. On se dit, pour réussir, il faut avoir le doctorat, il faut. Et ça, c'est faux. J'aurai un audit cette semaine. Celui qui viendrait, il a fait 2 ans de formation. Il était cadre à ICA. On l'a formé sur l'État. Pour mon cas, pour me spécialiser dans l'agroalimentaire, ça m'a pris 3 mois. C'est vrai qu'à la base, j'avais des connaissances en qualité, l'automobile, c'est-à-dire FEA, Failure Error Method Analysis, c'est comme HACCP. C'est-à-dire on a fait des systèmes pour faire des véhicules qui peuvent aller seuls, les VGA, Vehicle Guided Automotive, mais le concept est le même. Donc au Congo, je crois, c'est l'éducation, stigmatiser le bac, Ndunda, comme vous avez dit, c'est plus les mentalités. Mais sinon, le Congo a beaucoup des atouts, il fait chaud. Ici, on n'a pas le soleil 24 toute l'année. Les animaux peuvent rester dehors. En Suède, il a fait chaud pendant 2 mois. Le gouvernement était obligé de subventionner les agriculteurs à hauteur de 100 millions. Juste parce que la température est arrivée jusqu'à 40 degrés. Au Congo, nous avons le soleil. Nous avons de l'eau. En Suède, maintenant, tu ne peux pas utiliser de l'eau pour arroser tes propres fleurs. Pourquoi? Parce que nous avons connu une chaleur extrême. Mais au Congo, nous avons l'un des plus grands fleuves au monde. Nous avons des atouts, mais il faut vulgariser l'information, donner donc une éducation normale à ceux qui vont à l'école. Parce que c'est vrai, ça va vite au niveau de l'agroalimentaire. Pas plus d'1 année, on nous augmente des exigences. Il faut faire sur le bioterrorisme. Comment tu peux protéger ton entreprise contre
ceux qui falsifient la viande, ceux qui falsifient les étiquettes. Et là, il faut faire une analyse dans Vulnerability Assess Critical. C'est la fraude, hein, fraude alimentaire, fraude et adultération. Merci beaucoup. Mais donc threats, c'est la fraude, les menaces. Ça évolue. Et donc, il faut être à la page, il faut lire, il faut se documenter. Malheureusement, peut-être dans notre pays, on n'a pas les mêmes opportunités. Mais il y a moyen de leur donner cette information gratuite s'il y a lieu. Ouais. Alors, il faut savoir aujourd'hui les Congolais de l'étranger, nous avons tous une représentation congolaise dans les différents pays, dans les différentes régions où nous sommes, et notamment l'ambassade du Congo. Aujourd'hui, quelles sont vos relations dans les différents projets que vous menez pour que, on va dire, que l'ambassade du Congo puisse vous accompagner sur le terrain pour que vos missions puissent aboutir? Oh, mais vous savez, je n'aime pas trop parler de l'ambassade du Congo, mais je crois que nous sommes en déphasage avec eux, un très très grand déphasage. Parce qu'on organise ce genre de rencontre aux frais propres. On appelle un ami, on se voit. Et à chaque fois qu'on a invité cette ambassade, non, il brille par l'absence, par l'absentéisme. Et quand bien même on leur fournit la logistique, non, il faut écrire une invitation en bonne et due forme, avec un papier ministre, ça s'appelle. Faut écrire avec un papier ministre. C'est-à-dire, il complique la diaspora congolaise pour rentrer en contact avec eux. Et ça, je crois que c'est un peu c'est regrettable parce que la diaspora c'est pas toujours les gens qui sont contre leur pays. Il faut dissocier le Congo en tant qu'institution, en tant que pays et celui qui est au pouvoir. Et combien même nous voyons d'autres diasporas, les Angolais, les Rwandais, les Camerounais, leur ambassade les accompagne. Une rencontre de ce genre où on va parler de la nourriture, on peut même donner des informations ou de la formation gratuite aux Congolais. L'ambassade brille par son absence et je crois que c'est regrettable. C'est des choses qu'il faut voir, il faut rectifier. Est-ce que ce n'est pas un problème de relations humaines? Est-ce que vous n'allez pas les voir au plus près? Est-ce que, voilà, on se dit c'est pas pour rien qu'ils ferment peut-être les portes, peut-être qu'ils ne vous connaissent pas, peut-être qu'ils ont peur. Est-ce que vous avez pris du temps d'aller les voir pour proposer vos projets, pour discuter tout simplement, ou dire voilà, on va se retrouver aujourd'hui à Oslo pour une rencontre en tant que membre d'une diaspora très active de notre rapport? Comment vous pouvez nous accompagner jusque sur le terrain? Est-ce que ce n'est pas un problème de communication? Si je suis un peu pragmatique, je peux vous dire, ça fait 2 semaines, j'ai dîné avec une des personnes qui mangent à l'ambassade. J'étais à l'intérieur de l'ambassade. L'ambassadeur du Congo en Scandinavie, en Suède, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Mais comprenez que c'est une personne qui a plus de 80 ans. J'en ai même pas 40. La vision des choses est carrément différente. Mais il a des conseillers qui sont là, qui peuvent le conseiller. C'est ça aussi le Congo. On est en arrière en communication. Je suis le président rwandais sur Facebook, ce qu'il fait. Je suis le président kényan. Chez nous, c'est un vide. On est toujours en arrière. Si j'envoie un email, j'envoie une invitation Facebook, ça suffit. Pourquoi est-ce que je dois écrire une lettre signée et autres? Le président Trump communique avec sur Twitter, sur Facebook, et ce sont ses avis. Pourquoi nous, on veut toujours compliquer les choses? C'est ça en fait le truc. Je vais dans une ambassade en privé. Je mange, je dîne avec ceux qui travaillent, ils me connaissent. Certains en parlent en patois. Pourquoi se fermer? Et quand ils se ferment comme ça, ils ferment toute une génération. L'âge de l'ambassadeur n'a rien à voir, mais il a des conseillers. Il faut aussi reconnaître quelqu'un qui a travaillé beaucoup pour le Congo sous un angle, peut y rester. Il faut écrire une invitation haute, mais nous, on ne fonctionne plus comme ça. Alors, on peut dire qu'il est en déphasage aujourd'hui avec l'actualité ou les demandes de la jeunesse? Peut-être... Le modèle qu'on utilise là-bas ne convient pas en Scandinavie. Nous sommes ici, vous avez vu hier, on a mangé dehors, on a fait du sport. C'est ça en fait le modèle ici. Le fika, on doit s'asseoir. Je ne suis pas obligé de venir avec une cravate, une veste, tout. Non mais ils sont en déphasage avec la réalité. C'est-à-dire la communication, par exemple, l'ambassade n'a pas de site internet. Le pire, vous ne pouvez pas téléphoner directement. Pour moi, c'est impensable. Il faut communiquer avec la diaspora. Je sais qu'il y a beaucoup de voix qui veulent bien rentrer en contact avec l'ambassade, qui veulent bien aider au Congo. Je les connais, on se connaît. Mais il y a un frein. Il faut bien une certaine motivation pour que cela arrive. Alors aujourd'hui, grâce à Ziana TV, on arrive à intégrer les différentes diasporas, on va dire africaines et la congolaise,
Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres diasporas? On a une diaspora parisienne qui est assez présente, on a une diaspora malienne ou sénégalaise. Est-ce que vous avez des contacts, des partenaires, un moyen d'échange avec les diasporas, les autres diasporas, pour essayer de confronter vos visions, pour savoir si vous êtes dans une bonne direction, où on travaille de manière synergique sur les différents projets que nous avons au Congo? Ben, pas avec les diasporas congolaises. Comme j'ai dit, il faut rapprocher les visions. Mais avec d'autres diasporas, oui, d'une manière informelle. Je crois à 2 reprises, on s'est vu, il y avait, il y avait un Ghanéen, il y avait 2 Ghanéens, il y avait 7 de la RDC et il y avait peut-être 6 du Congo-Brazzaville. Ça, il y en a, c'est d'une manière informelle, on se rencontre, on se parle. Mais là aussi, il faut toujours rappeler que les aspirations ne sont pas toujours les mêmes. Évidemment, il y a d'autres qui viendront avec des approches plus politiques, d'autres viendront avec des approches plus techniques, et d'autres viendront peut-être avec des approches culturelles. Mais le travail qui se fait actuellement, c'est d'imaginer, c'est de penser comment concrètement on peut relier toutes ces synergies sans pour autant frustrer les uns et les autres. Je crois que c'est sur ça que nous travaillons. Oui, nous avons des contacts avec d'autres diasporas, surtout francophones. Ouais. Alors, Monsieur Batanguna, on arrive à la fin de notre échange. J'aimerais bien que vous me donniez le mot de la fin pour toutes les personnes aujourd'hui qui vous découvrent sur Ziana TV, les autres diasporas, que ce sont même des jeunes au Congo-Brazzaville qui ont écouté votre message. Quel est le mot de la fin que vous pouvez leur délivrer aujourd'hui sur les actions qu'ils mènent ou vous, votre apport en tant que membre de la diaspora pour le Congo? Merci, merci pour cette opportunité d'ailleurs, ça n'arrive pas souvent. Ce que je voudrais dire d'abord à la jeunesse congolaise, il ne faut jamais désespérer. C'est vrai, nous avons des problèmes au pays. Je ne me fais pas l'avocat de ce régime politique, mais je ne voudrais pas non plus sombrer sur le pessimisme. J'ai vécu en Angola, un pays qui a connu 25 ans de guerre, d'atrocités. La qualité de la vie n'était pas celle-là, il y avait l'insécurité. Ils ont surmonté cela. Et aujourd'hui, l'Angola est le pays qu'il est aujourd'hui. Le Rwanda, ils ont connu un génocide où on identifiait les gens à travers leur trait physique. Ça n'a jamais existé au Congo. Les mariages interethniques ont toujours existé. Ce que je veux dire à cette jeunesse, c'est de ne jamais désespérer. Je suis arrivé en Suède un peu adulte. J'ai étudié malgré les tracasseries, ce n'était pas facile. Vous avez un professeur qui vous dit, mais vous êtes noir, à partir de votre nom, vous n'allez pas progresser. Mais la mentalité était telle que, au Congo, on a eu un système éducatif gratuit de l'école primaire jusqu'à l'université. On vous paye même, vous ne remboursez pas la bourse. Ici, on rembourse. Donc, il ne faut pas désespérer. Le Congo peut se améliorer. Il y en a des gens de bonne foi qui veulent bien aider à distance ou sur le terrain. Maintenant, sur la diaspora, je dois dire aussi que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau de l'Afrique, la diaspora ne veut pas impérativement dire des gens qui viennent insulter des gens à la télévision. La diaspora ne veut pas dire des gens qui sont devenus apatrides, qui oublient leurs racines. Je suis noir, je suis congolais. C'est vrai, quand je travaille, je représente la Suède. Mais je n'oublie pas d'où je viens. S'il faut engager des gens, j'emploie des Africains, des Congolais aussi. Donc, nous sommes une diaspora qui suit attentivement la situation au pays. Nous sommes conscients, je peux le dire aujourd'hui, que ceux qui vont investir dans nos pays, ils ont une étude qu'ils appellent en anglais PESTEL, Political, Economical, Technical, Environmental and Laws. C'est-à-dire, ils voient la situation politique, ils voient la monnaie si elle est stable, ils voient la technologie, si nous avons la connexion sur Internet, si les gens sont bien éduqués, l'éducation est de qualité. Ils voient l'environnement, comme ici, comment est-ce qu'aujourd'hui on parle du développement durable, je vais un peu aller vite, qui parle de l'économie, l'environnement, la personne et l'éthique. Ils voient les lois dans un pays. On suit attentivement, on veut bien être ces gens optimistes qui voient le Congo comme un pays émergent et pourquoi pas accompagner dans ce voyage, sans pour autant cautionner les bavures ou les déviations de mentalité, que ce soit les autorités des autres, mais on aime notre pays de tout cœur. Et puis voilà pourquoi nous sommes ici. On a dépensé notre temps, nos énergies. Mais c'est fut un plaisir de voir Ziana TV. J'espère que cet élan va continuer et puis d'autres vont voir que ils peuvent apporter quelque chose sans trop voir la politique, sans trop avoir des préjugés en fait. C'est ce que je voudrais dire et je vous remercie du fond de mon cœur. Merci beaucoup, Monsieur Batanguna. Voilà.
On va rester sur ces notes positives dans un très beau cadre ici à Oslo. Comme vous pouvez le constater, il y a des maisons en bois, c'est très écolo, on respire de l'air frais. Merci à vous tous qui nous suivez, vous êtes toujours de plus en plus nombreux et un élargissement de la communauté au sein des diasporas qui se connectent via Ziana TV. Merci à vous, merci à la communauté scandinave qui nous a accueillis pendant ce séjour et merci à vous tous. À très bientôt. Au revoir.